7-9. Il est 7h48, Alexandra Ben Saïd, votre invitée ce matin est députée et porte-parole de La République En Marche. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Agnès Buzyn est donc candidate à la mairie de Paris. La ministre de la Santé a quitté son poste hier, 36 heures après le premier mort en France du coronavirus, alors que la réforme des retraites arrive ce lundi à l'Assemblée et alors que la crise à l'hôpital continue. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce qu'il faut comprendre que pour La République En Marche, la bataille de Paris est plus importante que toutes les autres ? Ça signifie d'abord qu'on est dans une situation totalement inédite, exceptionnelle, qui fait qu'à 4 semaines d'un scrutin majeur, qui est celui des élections municipales et qui plus est à Paris, notre candidat a été empêché de se présenter par la divulgation de ce qui est la plus pure de son intimité, ce qui ne s'était jamais produit auparavant, ce qui devrait tous nous interpeller parce que ça peut tous nous arriver, pas uniquement hommes ou femmes politiques. Ça peut arriver à des journalistes, ça peut être un moyen de pression demain sur des juges, par exemple. On va y revenir. Non, mais le point de départ, il est quand même là. Mais ma question est, pourquoi Agnès Buzyn ? Pourquoi Agnès Buzyn ? Est-ce que la bataille de Paris mérite la démission du ministre de la Santé dans un tel contexte ? La bataille de Paris mérite surtout que La République En Marche ait un candidat à la hauteur de la bataille de Paris. Et je pense qu'Agnès Buzyn était la seule probablement à pouvoir à la fois rassembler l'ensemble de ceux qui étaient déjà engagés dans cette campagne pour La République En Marche, pour l'UDI, pour le MoDem, pour Agir, c'est-à-dire l'ensemble des partenaires, l'ensemble des maires d'arrondissement aussi qui avaient fait le choix de nous rejoindre, qui viennent de la gauche ou de la droite, et qui donnent à cette campagne aussi une ampleur qui me semblait nécessaire. Je crois qu'elle est en capacité de rassembler. Je crois que les attaques aussi dont elle est l'objet depuis hier soir démontrent aussi bien qu'elle, peut-être qu'elle, je ne sais pas si elle fait peur, mais en tout cas qu'il y a une forme de fébrilité. Et je pense que c'était important aussi qu'on puisse démontrer que malgré un événement sans précédent, eh bien, nous étions en capacité d'avoir une candidature extrêmement puissante. On a quand même besoin encore de comprendre, ça s'est passé tellement vite. Il y a 3 jours, c'était vendredi matin, dans la matinale de France Inter, Agnès Buzyn répond à Ali Badou, elle lui dit non, je ne peux pas être candidate. Et puis 3 jours plus tard, dimanche soir en fait, hier soir, elle est déjà en campagne dans un bar à Paris. Vous dites c'était la seule, il y avait donc personne d'autre, c'est encore le DRH Macron qui doit mettre les mains dans le cambouis, la convaincre, parce que le vivier est trop petit ? Déjà, Agnès Buzyn avait envie de se présenter. Pas vendredi matin donc. Non, elle disait une chose assez claire, c'est que de toute façon, elle ne pouvait pas, il n'était pas compatible qu'elle puisse rester ministre de la Santé et des Solidarités au regard des sujets que vous avez vous-même évoqués et qu'elle soit dans le même temps candidate à Paris. Ça, je pense que personne n'aurait pu comprendre qu'elle ait le temps et la possibilité de faire les deux. Donc elle a fait un choix qui est un choix personnel, très risqué aussi pour elle-même. C'est personnel ou c'est Emmanuel Macron qui l'appelle, la convainc ? Non mais, vous savez, pour bien connaître Agnès Buzyn depuis 2 ans et demi, c'est pas quelqu'un sur qui on fait pression. C'est pas quelqu'un à qui on impose des décisions. C'est plutôt quelqu'un qui arrive aussi à faire imposer les siennes. Je pense par exemple au déremboursement de l'homéopathie, où parce qu'elle considérait que c'était une nécessité en tant que scientifique, eh bien, elle a obtenu que ce soit le cas. Et je pense à un certain nombre d'autres sujets qu'elle a fait aboutir sur Ma Santé 2022, sur la révision des lois bioéthiques où j'ai travaillé très étroitement avec elle. Donc, on n'impose pas à Agnès Buzyn. Mais vous avez dit que c'était la seule. Il y a un problème de casting ? C'était elle, vous ne voyez personne d'autre ? Non, mais parce que je pense qu'on était dans une situation tellement inédite, tellement exceptionnelle, qu'il fallait quelqu'un qui ait ce niveau-là de notoriété, de charisme, de capacité de rassemblement. Et moi, il me semblait en effet, en tout cas c'est la candidature que moi j'avais défendue, qu'Agnès Buzyn était la seule capable de permettre, dans ce calendrier si incroyable aussi de campagne, et encore une fois subi, ce n'est pas nous qui avons fait le choix que Benjamin Griveaux ne soit plus notre candidat, c'est des circonstances complètement exceptionnelles, et je crois qu'en effet, elle est la meilleure pour être demain maire de Paris. Et Aurore Berger, vous avez dit, évidemment, elle n'avait pas le temps, donc elle doit démissionner. Ça n'est pas le cas de Gérald Darmanin, qui lui reste à Bercy, alors qu'il est candidat à Tourcoing. Ça n'est pas non plus le cas du Premier ministre, il reste à Matignon, alors qu'il est candidat au Havre. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle ? Je pense qu'il y a des situations différentes pour une raison assez simple, c'est que tant Édouard Philippe que Gérald Darmanin ont été maires soit du Havre, soit de Tourcoing. Ils sont considérés presque comme des sortants dans cette élection, ce qui n'est absolument pas le cas d'Agnès Buzyn. D'autre part, ils ont eu des candidatures qui étaient plus anticipées, beaucoup plus préparées, beaucoup plus attendues que celle d'Agnès Buzyn à Paris, pour des raisons assez évidentes. Donc on est dans des situations qui ne peuvent pas se comparer, encore une fois, parce que le point de départ, je le rappelle, c'est que nous n'avons pas choisi ce qui s'est passé la semaine dernière. Personne ne l'a choisi. Ceux qui l'ont voulu, en tout cas, ce sont ceux qui ont dévoilé ces vidéos, qui se sont rendus coupables de ce dévoilement et qui, j'espère, seront poursuivis. Vous ne l'avez pas voulu, donc un pari risqué, en effet, pour La République En Marche. À quel point il est gagnable ?
Je pense que c'est très ouvert sur Paris. C'est très ouvert parce qu'on oublie qu'il y a 17 élections différentes à Paris, parce que finalement on a presque un 3e tour avec les conseillers de Paris qui seront élus le 22 mars prochain, parce que vous avez aujourd'hui des gens extrêmement installés et solides à Paris qui pourtant ne disent pas quelles sont leurs préférences aujourd'hui. Je pense au maire du 15e arrondissement. Je pense que les choses sont très ouvertes. Vous pensez que la candidature d'Agnès Buzyn, en tout cas, rebat complètement les cartes et on le verra de toute façon assez vite dans les jours qui viennent. Aurore Berger, on entend que vous avez envie de penser les leçons de cette affaire Griveaux. Vous dites on a empêché notre candidat d'aller au bout. Pour vous, dans cette histoire, Benjamin Griveaux, il est responsable ou il est victime ? De fait, il est victime. Les seuls qui sont coupables aujourd'hui, ce sont ceux qui ont dévoilé ces vidéos. La seule illégalité, c'est d'avoir dévoilé des vidéos qui n'étaient que de nature privée. Et c'est bien ça la difficulté. C'est ce qui était dit dans l'éditorial. C'est-à-dire, quand on a prôné la transparence et quand on a fait le vote, notamment, c'était la première loi qu'on a votée à l'Assemblée nationale, je m'étais exprimée en disant, je pense que les Français attendent pas de savoir qui partage notre lit. Et je pense que c'est pas ça l'enjeu. À un moment, l'intimité des hommes et des femmes... Ne dit rien de leur vie, de leurs convictions politiques, de leur vie, de leur constance. Mais je suis pas certaine qu'on doive être jugé sur ce qu'il y a de plus intime. Je pense qu'on doit être jugé sur les convictions qu'on porte, sur les parcours politiques qui ont été les nôtres, qu'on doit être jugé et là de manière extrêmement claire et sévère sur la question de l'argent public et sur la manière avec laquelle il est employé. Il n'a pas fait preuve de légèreté, si on se réfère à l'éditorial de Yael Gauze. Mais là, vous faites preuve d'un jugement qui est un jugement moral. C'est une question. Mais c'est un jugement moral. Et moi, j'ai pas de jugement moral à porter de ce point de vue-là, parce qu'en fait, les seuls qui sont concernés... Avec l'utilisation des réseaux sociaux, non, mais pas avec sa vie privée. Les seuls qui sont concernés, c'est Benjamin Griveaux et sa famille. Et je crois qu'ils l'ont suffisamment payé cher, de manière extrêmement violente. Et moi, je me permettrai pas d'ajouter à ce qu'ils ont déjà subi. Vous pensez que la Russie déstabilise ? C'est ce qu'a laissé passer Emmanuel Macron ce week-end à Munich. La Russie va continuer à déstabiliser les démocraties. Il n'a pas fait le lien avec l'affaire Griveaux. Vous le faites ? Non, je ne sais pas. La vérité, je ne sais pas. Donc, je peux pas dire que ce lien existe ou n'existe pas. Ça, c'est l'enquête qui devra le déterminer. Ce qui est certain, c'est que c'est pas la première fois qu'au sein de La République En Marche, on est victime de ça. Les Macron Leaks qui étaient sortis la veille quand même de l'élection auraient pu provoquer quelque chose d'extrêmement grave en démocratie, c'est-à-dire induire volontairement les électeurs en erreur sur ce qu'était la nature de notre campagne, puisque là, on était sur des faux qui avaient été diffusés dans des masses extrêmement importantes. Donc, c'est ça aussi les inquiétudes. Les inquiétudes, c'est le deepfake et c'est que demain, on puisse créer des montages, des vidéos qui vous mettent dans des situations dégradantes, qui ne sont pas les vôtres, etc. C'est cette prolifération de fausses informations. C'est-à-dire, il y a un tel volume de contenu aujourd'hui diffusé qu'on a du mal à distinguer le vrai du faux, qu'on a du mal à savoir quelle est la parole qui est légitime ou non et laquelle on peut réussir à croire. Aurore Berger, pour vous ce lundi, on a promis d'en parler, il y a une autre actualité, c'est pour ça que vous veniez au départ. Vous remettez au Premier ministre des propositions pour une démocratisation de la culture renouvelée. Alors on a le temps pour une question, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des zones blanches de la culture en France ? Non, je ne crois pas qu'il y ait de zones blanches culturelles dans notre pays, parce que partout dans nos territoires, vous avez des équipes artistiques. Par contre, je crois qu'on a besoin vraiment d'avoir un accélérateur sur le sujet. Je pense qu'il faut que désormais, l'éducation artistique et culturelle, qui est à la fois la question de la rencontre avec les artistes, la question de la pratique culturelle, ce soit enfin dans les programmes scolaires, que ce soit enfin sur le temps scolaire, parce que sinon, vous aurez toujours des inéquités qui persisteront entre les enfants, entre ceux qui l'auront reçu en héritage et ceux qui l'auront pas reçu, des inéquités territoriales qui existeront. Et je pense que c'est ça absolument qu'il faut. On a suffisamment parlé cette dernière année de la difficulté à avoir un terreau commun qui nous rassemble. Et je pense que la culture est probablement la seule à même de recréer ce terreau commun. Aurore Berger, députée des Yvelines et porte-parole de La République En Marche. Merci d'avoir été sur France Inter. Et merci Alexandra. Tout à l'heure, 8h20. Le 7-9. 7h58, Tanguy Pastureau, le week-end politique a été dément. Oui, madame.